bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents à ce premier événement organisé par notre collectif féministe pour le Forum Génération Égalité. Donc, un petit mot d'accueil pour vous présenter la soirée. Donc, tout d'abord, je m'appelle Marie-Paule Grossetête pour les personnes qui ne me connaissent pas, et je représente plus particulièrement au sein du collectif féministe dont je suis la porte-parole avec Catherine Sophie Dimitrioulas de la FEM et puis Gwendoline Coipot de Femmes Solidaires. Donc nous sommes trois porte-parole de ce collectif qui est né en septembre 2020, et je voulais remercier plus particulièrement ce soir la clé parce que c'est elle qui assure, qui est cofondatrice du collectif et puis qui assure toute la logistique du collectif depuis le début. Et en particulier, donc, ce soir, nous avons Astrid Pertuisel, donc, et puis Colline Barallon, qui sont à la manœuvre technique en particulier, qui ont préparé la soirée avec moi. Je voulais les remercier auparavant. Donc, je voulais aussi vous dire que dans le chat, vous allez voir apparaître un certain nombre d'informations. Et en particulier le fait que demain, 1er décembre, il y aura un webinaire qui est organisé également par la clé, qui est organisé autour de l'autre convention qui s'occupe plus particulièrement des violences à l'égard des femmes. C'est la CEDAW, donc il y a une soirée sur la CEDAW. C'est un événement digital auquel Nicole Hamelin, qui représente la France, comme vous le savez, certainement au comité CEDAW, et qui est ancienne ministre des droits des femmes, qui sera l'invité principal de cette soirée, et puis bien d'autres personnes. Donc je crois que Astrid ou Colline, si vous voulez bien mettre le lien qui permettrait éventuellement de vous inscrire à cet événement digital qui aura lieu demain soir. Donc, dans le chat aussi, on va vous mettre également le lien de la recommandation qui a été signée en octobre 2020 par le Conseil des OING, qui est représenté en particulier par Anne Nègre ce soir. Donc, recommandation pour défendre la Convention d'Istanbul, donc, qui date du 10 octobre. Donc, je vous le disais, donc ce collectif est né en septembre 2020. Voilà, merci Astrid pour le lien pour la soirée de demain, et puis le lien concernant, oui, qui n'est pas encore arrivé, l'autre lien sur la recommandation. Alors, donc c'est un mouvement, ce collectif qui veut faire valoir la voix de la société civile, du mouvement des femmes, ce mouvement des femmes qui a porté les combats et qui continue à porter les combats et les valeurs des droits des femmes. Ce sont des associations qui sont à la fois, les membres de ce collectif sont à la fois dans des actions de rue, dans des actions de plaidoyer, toujours et partout. Et donc, ce grand mouvement féministe international, il était présent en 1995 à Pékin. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont dans notre collectif et présentes autour de la table ce soir qui pourraient en témoigner. Mais ce mouvement féministe, évidemment, il s'est renouvelé, il est transgénérationnel, il est tout à fait vivant. Nous en sommes, voilà, témoins tous les jours. Et puis, c'est aussi un mouvement dont il faut souligner la solidarité avec toutes les femmes du monde. La Marche mondiale des femmes, d'ailleurs, est dans notre collectif. Donc, la solidarité avec toutes les femmes et les filles du Chili à l'Argentine, de la Pologne à la France. Donc, c'est ce mouvement planétaire dont nous voulons porter la voix dans le cadre de ce Forum Génération Égalité. On a donc dans ce collectif des plateformes d'associations nationales comme la CLÉ, la Fédération nationale Solidarité Femmes, le CNFF, et puis nous avons la plateforme espagnole pour le lobby européen des femmes, le LEM España, la Ligue hellénique pour les droits des femmes, GLWR, la plateforme portugaise aussi qui est avec nous, que je salue au passage.
On a aussi 7 organisations internationales européennes et internationales, comme donc la FEM, qui est représentée par sa présidente Catherine Fais bouger le truc. Sophie, l'Alliance internationale des femmes, Zéro Macho, et puis l'Association des jeunes femmes chrétiennes, YWCA, le Réseau européen des femmes migrantes qui nous a rejointes récemment, la GEFDU, représentée par sa présidente Anne Nègre pour les femmes diplômées d'université, et puis il y a 35 associations nationales françaises que je ne vais bien sûr pas citer. Donc on est réunis autour de valeurs qui sont rédigées dans un manifeste qui est progressivement traduit en différentes langues et qui va apparaître dans un site qui devrait naître d'ici la fin de la semaine. Et je remercie là Astrid et Colline là, qui travaillent d'arrache-pied pour faire naître ce site web. Donc dans ce manifeste, nous disons évidemment que nous voulons la mise en œuvre des droits et de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, en nous basant en particulier sur la plateforme de Pékin et les traités internationaux qui l'ont précédé. Et ceci est à mettre en parallèle avec le fait que l'ampleur des inégalités et des violences contre les femmes continue à perdurer, et ça consiste un véritable scandale, probablement le plus grand scandale qui soit en matière de violation des droits humains. Donc ces traités internationaux affirment un caractère universel et non négociable des droits fondamentaux des femmes et des filles, et ceci fait partie des droits de la personne humaine. Donc, sans détailler les éléments de ce manifeste, je voulais simplement indiquer que nous nous engageons à agir pour la sauvegarde et l'enrichissement et l'application de cet acquis international et européen. Et nous voulons insister en particulier sur le droit des femmes et des filles à pouvoir bénéficier du droit à l'avortement, droit fondamental qui est actuellement en recul dans de nombreux pays. Nous voulons aussi insister sur le respect de l'inaliénabilité du corps humain et le refus de toute instrumentalisation, exploitation ou marchandisation du corps des femmes. Donc on souscrit en particulier inconditionnellement au principe de l'abolition, le principe abolitionniste du système prostitutionnel, qui a été adopté en particulier par la France dans sa loi de 2016. Et nous souscrivons évidemment à l'interdiction de la maternité de substitution, encore appelée gestation pour autrui. Donc, notre position est de soutenir cette position de la France. Nous sommes donc des alliés de la France et de son gouvernement dans la promotion de ces valeurs et de ces droits. Alors aujourd'hui, nous prenons le relais d'une campagne qui a été initiée par les OING, en particulier donc la FEM, représentée par Catherine Sophie. Donc c'est une campagne qui vise à soutenir et promouvoir cette convention dite Convention d'Istanbul. C'est une convention qui organise la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes, et en particulier la violence domestique. Donc, elle est adoptée, vous le savez certainement, depuis 2011 par le Conseil de l'Europe. Elle a été ratifiée par la France en 2014, et j'aime bien rappeler la parole de Julien Drey, homme politique socialiste, vous le savez, qui disait à l'époque que cette convention, la France ne devait pas la ratifier parce qu'elle était sur la ligne des féministes ultra-américaines qui étaient en train d'émasculer les hommes. Donc, cette convention d'Istanbul, on est là pour en parler aujourd'hui. Donc, plusieurs personnes sont là et je les en remercie, en particulier donc Marie Fontanelle, qui est ambassadrice et représentante permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, merci Marie Fontanelle d'avoir accepté de remplacer au pied levé Delphine O, qui est donc l'ambassadrice, secrétaire générale chargée du Forum Génération Égalité, et qui était engagée à l'Élysée ce soir. Et donc, merci beaucoup, Marie Fontanelle, ambassadrice également, d'avoir accepté de parler en remplacement de Madame O. Il y a également Françoise Brier, qui est à la fois directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes,
et puis membre du groupe des experts indépendants du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes, c'est-à-dire qu'elle fait partie du Grevio. C'est en particulier à ce titre qu'elle est parmi nous ce soir. Mais elle nous dira un mot également en tant que directrice générale de la FNSF. Et puis nous avons également Anne Nègre, qui est vice-présidente de la conférence des OING du Conseil de l'Europe, chargée de l'égalité entre femmes et hommes. Et puis elle est aussi présidente du groupe européen des femmes diplômées des universités, la GEFDU. Donc, merci à elle d'être parmi nous. On l'a déjà auditionnée une première fois précédemment et elle revient avec nous. Donc, elle soit doublement remerciée pour ça. Alors, Gwendoline aussi, Gwendoline Lefebvre est là. Elle est présidente du lobby européen des femmes et puis par ailleurs, elle est membre du conseil d'administration de cette grande association qui est Femmes Solidaires, qui est une association nationale avec de nombreuses antennes, qui est aussi une association cofondatrice du collectif et qui est une association membre de la Clé également. Et puis, nous avons également Brigitte Polonowski, qui est vice-présidente du Conseil national des femmes françaises. Et puis aujourd'hui, en particulier, elle vient au titre de sa présidence du Centre européen du Conseil international des femmes, l'ACECIF. Et puis enfin, donc Catherine Sophie Dimitrioulas, qui est présidente de la FEM et qui vient d'être élue au conseil d'administration de l'Alliance internationale des femmes. Voilà, donc Marie Fontanelle, donc si vous voulez bien, je me permettrai de vous Bonjour. poser une question. Bonjour. Peut-être qu'on peut mettre Madame Fontanelle, je ne sais pas Astrid si tu peux la mettre en plus grand sur l'écran. Voilà, super, merci beaucoup Bonsoir à Astrid. tous et toutes. Bonsoir, Madame l'ambassadrice. Alors, je voulais vous demander en quoi cette convention constituait une avancée par rapport à la plateforme de Pékin, qui est le sujet du Forum Génération d'égalité, et on pourrait se demander quel est le lien entre cette plateforme de Pékin et cette convention dite d'Istanbul. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi votre analyse de la situation internationale au sein du Conseil de l'Europe aussi peut-être sur ce sujet. Et puis, on sait évidemment que la question des droits des femmes, c'est une question politique tout à fait centrale et qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans la participation pleine et entière des femmes à égalité avec les hommes dans le partage du pouvoir. Donc, ces acquis européens sont à l'heure actuelle très menacés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la position de la France sur cette question? Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup et permettez-moi d'abord de me réjouir d'être avec vous ce soir, même si je remplace Delphine O et j'espère qu'il n'y aura pas de déception. Mais en tout cas, moi, pour moi, c'est évidemment très intéressant de pouvoir aussi participer à cet échange. Je démarrerai, votre réflexion m'a fait penser à ça en vous écoutant, par rappeler, et vu de Strasbourg ici, où nous hébergeons la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil de l'Europe, qu'avant tout, les droits des femmes sont des droits de l'homme, si je me permets ce jeu de mots, ou plutôt des droits humains pour le être encore plus précise et donc bien rappeler que ici, vu de Strasbourg, il s'agit bien de ça, en fait, de droits humains. Et la colonne vertébrale du Conseil de l'Europe, c'est bien l'état de droit, les droits de l'homme au sens droit humain et la démocratie. Et c'est ainsi que le sujet de la Convention d'Istanbul s'est effectivement posé. Alors, peut-être pour revenir quelques années en arrière, vous avez dit Pékin et j'y reviendrai, mais un peu plus tard. La Convention d'Istanbul, en fait, elle a démarré avant tout par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, justement, et un arrêt turc, d'ailleurs, aussi, oppose contre Turquie en 2009, où pour la première fois, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'il y avait en fait une violation effectivement de la Convention européenne des droits de l'homme, que la passivité des autorités turques, que l'indifférence de la justice était répréhensible dans le cadre d'une affaire où une jeune femme portait plainte parce que son beau-père avait tué sa mère. Et donc c'est la première fois finalement que un pas dans la porte a été mis sur le sujet des violences domestiques et des violences faites aux femmes ici à Strasbourg. Honnêtement, ça peut paraître assez récent. Et donc, je pense que c'est un sujet dont on pourra peut-être discuter et se remettre. Alors moi, je n'y peux pas trop, mais en 1995 à Pékin, je ne sais pas si la place de la question des violences était aussi prégnante. En tout cas, vu de maintenant, en 2009, et puis du coup, ce premier arrêt Opus 2009 a vraiment
permis de donner l'accélération pour bâtir cette convention, donc dite convention d'Istanbul, parce qu'elle a été signée, vous l'avez dit, en 2011 sous présidence turque du Conseil de l'Europe et entrée en vigueur après la ratification d'ailleurs de la France à l'été 2014. 34 ratifications aujourd'hui. Tous les États, tous les 47 États, moins 2 du Conseil de l'Europe ont signé cette convention. Tous n'ont pas ratifié, on le sait bien, et c'est le défi ici, et en tout cas le défi de la diplomatie française, d'essayer de pousser toujours plus loin ces mécanismes d'adhésion, y compris, et je le mentionne, en dehors des 47 États membres du Conseil de l'Europe. L'objectif de cette convention est vraiment d'être universelle parce que les sujets, évidemment, le sont. Peut-être, pourquoi considérer, qu'est-ce qui peut nous faire considérer que c'est un des instruments juridiques internationaux les plus aboutis aujourd'hui? Je dirais plusieurs choses, et évidemment sous votre contrôle à toutes, on pourra en échanger. D'abord, c'est l'instrument juridique international qui couvre, enfin qui a une approche généralement très globale du sujet, allant, vous l'avez dit, de la prévention à la protection, à l'accompagnement des femmes victimes de violences dans leur mécanisme de plainte et de poursuite judiciaire, et avec une approche globale très liée aussi aux enjeux d'éducation au sein de la société. C'est également la première convention qui finalement définit ce qu'est le genre, puisqu'il s'agit bien de la lutte contre la prévention et la lutte des violences faites aux femmes, mais aussi des violences fondées et biaisées par le genre, avec cette notion de considérer que ce sont les rôles et les comportements sociaux assignés à un genre qui sont en jeu dans les mécanismes de soumission, de domination, et pas juste le genre biologique. Et puis cette convention, elle est aussi très importante parce qu'elle établit un certain nombre de nouvelles infractions pénales, en demandant du coup aux États qui s'engagent dans la ratification de les implémenter dans leur droit national, parmi lesquelles les mutilations génitales féminines, le mariage forcé, le harcèlement, l'avortement, la stérilisation forcée. Et donc les États, en ratifiant, s'engagent à introduire dans leur système juridique ces infractions importantes qui souvent n'existaient pas ou n'étaient pas reconnues. Cette convention, on considère aussi que c'est un instrument parmi les plus aboutis sur le plan international, au-delà de son champ et de ses reconnaissances de nouveaux droits, par ses mécanismes de suivi. Des mécanismes de suivi, il y en a deux. Il y a le Grevio dont vous avez parlé, et je laisserai sur ce terrain évidemment Françoise en parler bien mieux que moi. Groupe d'experts qui a un mécanisme du coup de monitoring, comme on dit ici, et qui va évaluer l'avancement concret de la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul dans les pays. C'est évidemment déterminant. Tout ça sous le contrôle aussi du comité des parties de la Convention d'Istanbul, donc là où ce sont les États membres de la Convention qui, dans un comité des parties, suivent la mise en œuvre et l'avancement de la Convention. Je fais l'hypothèse qu'on pourrait prendre pas mal d'exemples en fait chez nous en France ou dans d'autres pays, de ce en quoi la Convention d'Istanbul et surtout ses mécanismes de suivi ont permis à chaque État de faire des progrès, et on n'est jamais arrivé et on est toujours loin du compte, on est bien d'accord. Moi, j'avais envie de prendre pour la France 2 exemples, mais encore une fois, je pense que Françoise Brié est bien mieux placée que moi pour le dire. Mais 2 exemples de l'intérêt, en fait, de ces mécanismes, de suivi et d'une certaine façon comparatif. C'est-à-dire que l'enjeu aussi d'être collectivement engagé dans cette convention et dans ces mécanismes de suivi, c'est aussi de pouvoir, s'inspirer et de regarder, ce qui se passe ailleurs. Et d'ailleurs le Grevio fait pour la 1re fois d'ailleurs là très récemment, un rapport, d'évaluation un peu transversal général à partir de chaque rapport, d'État, et ça permet du coup aussi aux États de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et on le sait, en France, on a mis en place très récemment, ou en tout cas introduit en France, les bracelets électroniques, les bracelets anti-rapprochement, honnêtement directement inspirés de nos voisins espagnols. Et donc, alors, convention d'Istanbul ou pas, on serait peut-être allé regarder quand même du côté de chez nos voisins immédiats, mais quand même, la force de pouvoir se comparer, c'est aussi la force de pouvoir regarder les expériences qui marchent mieux chez nos voisins.
Je prendrai un autre exemple là directement, inspiré de la convention d'Istanbul parce que la convention, précise notamment qu'il faut que les femmes puissent avoir un numéro d'appel d'urgence accessible 24 heures sur 24. Vous savez évidemment qu'on a le 3919 en France et qu'on a, dans le cadre du Grenelle des violences notamment, mais décidé d'élargir son amplitude horaire, qui est donc une prescription, immédiate de cette convention et qui n'était pas encore, le cas encore, complètement chez nous. Donc aujourd'hui, clairement, c'est vraiment la convention d'Istanbul, un des instruments, les plus, aboutis pour s'attaquer à ce sujet des violences domestiques et violences faites aux femmes. C'est aussi, vous l'avez dit aujourd'hui, un instrument précisément, très attaqué pour cette raison. C'est une convention qui est contestée de plus en plus. On voit bien que le mécanisme de enfin, le chemin de ratification et d'adhésion s'est un petit peu arrêté. Ça reste pourtant une priorité. La France avait l'année dernière à Strasbourg la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. On avait fait du sujet de l'universalisation de la convention d'Istanbul une des priorités de nos présidences, avec beaucoup de démarches qui ont été faites dans les capitales des États qui n'ont pas encore ratifié. Et on est obligé de constater que le chemin est vraiment difficile, de plus en plus difficile. On dit souvent d'ailleurs, et vous le dites sûrement mieux que moi, qu'on serait aujourd'hui en vraie difficulté de pouvoir décider par consensus la déclaration de Pékin, comme cela avait été pourtant le cas en 1995. Donc on a un certain nombre de reculs et sur le chemin de l'universalisation de la Convention d'Istanbul, très clairement aussi, des forces contraires. Deux natures de forces contraires ou deux arguments qu'on sent très présents et sur lesquels du coup on essaye évidemment de plaider pour adapter notre argumentaire pour être plus pertinent. Il y a évidemment d'abord ce faux procès qui est fait à la Convention d'Istanbul, de vouloir promouvoir une idéologie de genre et derrière de vouloir promouvoir les mariages entre personnes de même sexe, etc. Et donc, un certain nombre de pays dans lesquelles les églises, on va dire, sont assez présentes, ou des pays qui ont une tentation populiste, nationaliste assez marquée, se réfugient derrière cet argument pour dire qu'ils ne peuvent pas s'engager dans la Convention d'Istanbul parce qu'ils ne reconnaissent pas cette notion même de genre, qu'ils ne reconnaissent pas, et ils n'ont pas envie que ça mette le pied dans quelque chose qui les entraînerait trop loin. Beaucoup de malentendus ou beaucoup de faux procès, évidemment intentionnellement, faits à cette, convention sur lesquels on développe évidemment des argumentaires diplomatiques pour démontrer qu'il n'y a pas, la convention en soi n'est pas porteuse de ces idéologies, ne cherche à rien imposer à part la lutte universelle contre les violences faites aux femmes dans leur univers domestique. Charge à chaque pays de définir, le cadre de cet univers domestique, qu'ils reconnaissent ou pas les mariages de même sexe, est assez indifférent à la question des violences domestiques. Le deuxième argument, du coup, qui vient assez insidieusement d'ailleurs dans ces pays qui s'opposent à la Convention d'Istanbul, et pas que d'ailleurs, d'autres pays, c'est aussi de dire et de considérer que leur droit national est beaucoup plus protecteur que les prescriptions de la Convention d'Istanbul, qui pourtant, honnêtement, sont vraiment un instrument assez abouti et avec cette approche globale que j'ai définie. C'est un argument évidemment assez insidieux, donc où on nous dit en gros, bah, pas besoin d'avoir un droit international finalement, pas besoin d'avoir une convention puisqu'on fait très bien tout seul. C'est évidemment complètement contraire à la stratégie internationaliste et multilatérale que la France développe dans sa diplomatie. Et évidemment, ce qu'on a envie de répondre, non sans malice, à ce type d'argument, c'est de dire que précisément, il est très important que ces pays qui sont tellement forts dans la lutte contre les violences faites aux femmes en fassent profiter les autres et s'inscrivent donc dans tous les mécanismes de suivi, de monitoring qui permettent, comme je l'ai dit, hem, d'avoir une intelligence collective en fait qui se bâtit autour de la grande, famille entre guillemets de ceux qui ont ratifié la convention d'Istanbul. Mais on voit bien que ces 2 procès d'intention sont vraiment très prégnants et rendent de plus en plus difficile notre travail diplomatique de conviction.
Alors, c'est la raison pour laquelle, du coup, la France va vraiment essayer d'utiliser le Forum Génération Égalité pour essayer de renouveler d'une certaine façon notre plaidoyer institutionnel avec le plaidoyer, bien sûr, de toutes les associations et de la société civile. Donc, vous le savez évidemment encore mieux que moi, il y a une des 6 coalitions qui porte sur la violence de genre, dont font partie certains États qui ont adhéré à la Convention d'Istanbul, pas tous d'ailleurs. L'Islande, par exemple, qui est un des champions de la coalition, a évidemment ratifié, membre du Conseil de l'Europe, et a également ratifié la Convention d'Istanbul. Le Royaume-Uni, en revanche, champion de la coalition, mais membre du Conseil de l'Europe, mais n'a pas ratifié la Convention d'Istanbul, justement en utilisant des arguments pour dire que leur droit national est déjà très, très conforme. On a aussi la Commission européenne qui est championne de la coalition violence de genre, qui vient d'adopter un nouvel Action Plan for Gender Equality and Women Empowerment, qui va permettre aussi finalement de faire s'imbriquer en fait ces différentes stratégies d'action. Et donc l'intention de la France, vous le savez, globalement dans le Forum Génération d'égalité, c'est de rompre un peu avec la tradition des sommets diplomatiques un peu classiques qui finissent par une déclaration. Et on voit bien avec Pékin que oui, c'est très important d'avoir des déclarations, mais l'action, c'est encore mieux. Et donc, pour privilégier ces coalitions d'action, pour essayer de s'engager sur un certain nombre d'actions à mettre en œuvre dans les 5 ans qui suivront le forum de juin 2021, et parmi lesquels on envisage évidemment d'essayer de renouveler un engagement le plus fort possible en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes et l'adhésion pour la Convention d'Istanbul. Donc, encore une fois, sans méconnaître les réelles difficultés dans le plaidoyer, on se positionne évidemment avec optimisme et positivement pour se dire que le Forum Génération Égalité va nous donner une nouvelle tribune pour plaider pour la convention, pour la ratification plus grande et l'universalisation de la ratification d'Istanbul. Pardon, j'ai déjà été trop longue, mais je serais ravie évidemment de prolonger les échanges et surtout d'être complétée dans mon propos par Françoise Brier qui connaît ça très bien également. Oui, eh bien, je vous remercie beaucoup, madame Fontanelle. Je vois que quelques personnes ont commencé à inscrire, des questions. Donc effectivement, ces questions, nous allons les récupérer dans le chat et puis on pourra donc effectivement les proposer aux intervenantes, à l'issue de leurs interventions, successives. Alors, donc pour, si je donne la parole maintenant à Françoise Brier. Donc, Françoise Brier, merci d'être parmi nous au titre de l'experte du comité du Grévio, effectivement. Et puis, d'autre part, en tant que directrice de la FNSF, donc je vais vous poser un peu deux questions, puisque vous avez un peu deux casquettes, effectivement, ce soir. Donc, ce Grévio, donc Madame Fontanelle nous en a un peu parlé. Qu'est-ce que c'est que ce Grévio et quelle est la particularité de la Convention d'Istanbul par rapport au Grévio, quel est le rôle du Grévio et comment est-ce que ce Grévio fait pour améliorer l'application de la Convention, d'une part, et puis d'autre part, en tant que directrice de la FNSF, donc cette FNSF, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est donc ce collectif d'associations c'est un collectif d'associations qui a des antennes un peu partout en France, il y en a 73 je crois. Elle œuvre depuis 40 ans pour les droits des femmes et la lutte contre les violences qu'elles subissent. Et on sait que la crise Covid a encore modifié la donne. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des conséquences de cette crise sanitaire sur ce que le FNSF a pu observer? Et puis, on sait aussi aujourd'hui qu'il y a ce numéro d'appel gratuit, le 3919, qui est la propriété de la FNSF, qui est menacée effectivement par une offre de marché public et remet en quelque sorte un peu la question de la légitimité de la FNSF à le gérer en question. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Donc ça fait beaucoup de choses, je suis désolée Françoise. Donc voilà, est-ce que je vous laisse la parole et à vous. Oui, merci pour cette possibilité d'intervenir effectivement avec plusieurs casquettes. Donc juste peut-être merci Madame l'ambassadrice d'avoir bien développé la Convention d'Istanbul. Je vais donc revenir peut-être sur quelques points.
Bon, d'une part, pour dire que le rapport d'évaluation de la France est paru en novembre 2019, donc le Grevio, et je m'arrêterai là, a effectivement commencé à évaluer un certain nombre d'États et l'application de cette convention. Donc, le rapport d'évaluation est paru en novembre 2019. Juste pour dire que la Convention d'Istanbul, elle complète aussi la CEDEF, en traitant spécifiquement de la question des violences. Donc, c'est vrai que ce sont deux instruments internationaux et la Convention d'Istanbul est vraiment le premier instrument international juridiquement contraignant pour protéger les femmes de toutes les formes de violence, avec évidemment un cadre juridique qui vise à prévenir, enquêter, éliminer toutes les formes de violence à l'encontre des femmes, et qui oblige les États à prendre des mesures législatives et autres nécessaires et d'agir avec la diligence voulue, ce qui est évidemment essentiel. Bon, vous l'avez souligné, on est dans un contexte international actuel qui est particulier, puisque ce texte majeur qui devrait normalement réunir tous les États autour d'objectifs communs d'éradication des violences, de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes un enjeu incontournable, est évidemment menacé. En tous les cas, je pense qu'on a besoin aujourd'hui effectivement d'avoir un soutien de la plupart des associations, des ONG, voilà, pour éviter effectivement les critiques de certains États qui ont accusé la Convention de vouloir détruire la famille à travers la déconstruction des stéréotypes sexistes, et qui qualifie la Convention d'Istanbul de cheval de Troie, qui vise à introduire voilà, un troisième sexe ou le mariage homosexuel, ce qui a amené finalement le comité des parties et le Grevio à élaborer en tous les cas des documents explicatifs dans différentes langues pour rappeler les objectifs de la Convention d'Istanbul et finalement la défendre. Et donc on peut trouver ces documents et les utiliser de façon large. Donc, ce qui est important de dire aussi de la Convention, c'est qu'elle demande aux États une obligation de moyens pour prévenir les actes de violence, mener des enquêtes, sanctionner les auteurs, accorder une réparation pour ces actes. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Et surtout, elle oblige à fournir une protection aux victimes en soulignant que tout manquement à cette obligation viole et porte atteinte à la jouissance des libertés fondamentales des femmes. Bon, évidemment, le préambule et chaque article indique la nature structurelle de la violence, qui est fondée sur l'urgence, qui explique aussi toutes les critiques qui ont été menées contre cette convention. Et puis, sur les 4 P de la Convention d'Istanbul, je ne vais pas y revenir, vous les connaissez, la prévention, la protection, la poursuite et les politiques intégrées, qui associent évidemment les associations. Je pense qu'on a aussi dans cette convention des mesures dédiées aux femmes migrantes et aux demandeuses d'asile et réfugiés, l'attention particulière aux enfants victimes exposées, la question des moyens et la reconnaissance des associations et des ONG dans la lutte contre les violences et le soutien nécessaire à ces organisations non gouvernementales. Donc, c'est vrai que c'est le mécanisme de suivi, ce qui nous amène un petit peu à faire effectivement un rapport général à partir de toutes les évaluations qui ont été déjà menées. Le groupe de suivi, c'est 15 experts indépendants aujourd'hui et une instance politique donc, qui est représentant les États parties et qui est chargée des suites à donner. Nous avons 2 procédures d'évaluation. La procédure d'évaluation pays par pays qui se base sur un questionnaire qui est envoyé aux États qui ensuite peuvent y répondre et apporter des éléments complémentaires, mais surtout, évidemment, le Grevio attend aussi des apports extérieurs, à savoir les rapports des associations, des ONG et un certain nombre d'institutions aussi qui peuvent, et des parlements qui peuvent aussi apporter leurs éléments d'analyse. Et puis, ces évaluations sont évidemment menées ensuite avec des visites de terrain qui nous permettent aussi de rencontrer les différentes parties et de pouvoir approfondir notre évaluation. On a également une procédure spéciale d'enquête, bien sûr, en cas de phénomène grave. Donc, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'on a un certain nombre d'éléments effectivement qui émergent de nos différents rapports. Il s'agit aussi d'analyser la Convention d'Istanbul au regard de chaque État, de ses
moyens et de la situation particulière qui peut être amenée. Mais en tous les cas, on a décidé effectivement de faire un rapport général parce qu'un certain nombre d'éléments nous apparaissent assez concomitants dans les États. Je pense par exemple à la question des violences sexuelles ou la question des droits de visite et d'hébergement et de l'autorité parentale, la question des moyens. Donc voilà, d'essayer aussi de retirer en tous les cas, ce qui est positif dans certains États et ce qui peut être en tous les cas amélioré et ce qui semble effectivement apparaître comme des problématiques transversales dans les différents États. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que le Grevio, pendant la crise Covid, a aussi immédiatement, en mars 2020, alerté les États sur la nécessité de respecter les normes de la Convention d'Istanbul en cas de pandémie. On sait très bien que la pandémie a aggravé l'isolement et le confinement et donc la recrudescence de la violence domestique sexuelle fondée sur le genre et la nécessité d'un besoin accru de protection contre toutes les formes de violence. Donc, ce qu'on a noté, que les femmes victimes de violences renonçaient à se faire soigner, en tous les cas, à se rendre dans les services de santé par crainte d'être infectées, l'arrêt des admissions dans les centres d'hébergement dans certaines régions. Alors, je ne parlerai pas forcément de la France aujourd'hui, mais en tous les cas, dans un certain nombre d'États, le développement des soutiens en ligne avec la cohabitation des agresseurs, donc la difficulté pour les femmes de pouvoir aussi appeler et demander du soutien, la question des conséquences économiques de la pandémie avec la perte d'emploi et de revenus qui a été évidemment prégnante pour la pandémie, mais qui va certainement perdurer avec une dépendance économique et donc la capacité à quitter les agresseurs pour les femmes. Et donc de voir comment on va pouvoir aussi travailler sur cette indépendance économique des femmes. Et donc le Grevio a appelé l'ensemble des États parties à faire tout ce qui était en leur capacité pour assurer la continuité des services et pour maintenir les dispositifs de soutien et de protection aux femmes et aux filles exposées à la violence. Donc des solutions innovantes ont été impulsées dans plusieurs États, comme les campagnes d'information spécifiques, l'introduction de formulaires de demande en ligne, par exemple pour les ordonnances de protection, les politiques de maintien des services de soutien aux victimes et la collaboration entre les différents ministères et les associations de défense des droits. Je voudrais juste dire qu'en mai 2020, il y a eu également une conférence en ligne qui a réuni, entre autres, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence à l'encontre des femmes, le comité des États parties et le Grevio et d'autres intervenants qui ont permis de faire un état des lieux et de développer des points prioritaires, à savoir l'adoption de mesures d'urgence prenant en considération les inégalités femmes-hommes et en particulier les violences sexistes. Donc ça, c'était un premier point. Un point important aussi qui a été rappelé, c'est de renforcer la collecte de données et la recherche sur l'impact de la pandémie, d'augmenter les financements malgré les risques de récession pour la lutte contre les violences faites aux femmes, et en particulier pour les services spécialisés destinés aux femmes victimes de violences, et en particulier les associations et celles de la société civile qui apportent une assistance aux femmes, la nécessité d'une coordination renforcée, de s'assurer du fonctionnement des services essentiels et de continuer, Madame l'ambassadrice l'a dit, à promouvoir la Convention d'Istanbul et sa ratification, malgré la pandémie, du fait de son importance et de sa pertinence, de renforcer les actions de prévention et de formation et d'avoir une attention particulière, en particulier sur le chapitre 4 de la Convention portant sur les mesures de protection et de soutien. Voilà, je pense qu'il y avait d'autres éléments et entre autres aussi d'avoir une attention particulière pour les demandes des femmes migrantes et des demandeuses d'asile. Voilà un peu ce que je voulais dire sur le Grevio et la Convention d'Istanbul. Pour reprendre mon autre casquette donc, de FNSF, donc, je voudrais juste rappeler qu'en France, les associations féministes ont eu un point très important dans la lutte contre les violences faites aux femmes, à la fois à travers leurs actions de plaidoyer, mais elles ont aussi été à l'origine de la plupart des dispositifs qui fonctionnent encore actuellement. Donc, ce sont les centres d'accueil, les centres d'hébergement, mais aussi la ligne d'écoute nationale, donc, qui est devenue le 3919, puisqu'elle l'a créée en 1992. Et la FNSF a été à l'origine de ce numéro après une grande campagne de plaidoyer, puis l'obtention de financement, et c'est ensuite devenu le 3919. Donc, en 2019, nous avons pris en charge plus de 81 000 appels. C'était déjà 53% de plus qu'en 2018.
En 2020, durant la période Covid, les appels ont triplé lors du premier semestre et la FNSF a su faire face à la hauteur des moyens qui sont les siens. Donc, pour rappeler que la ligne d'écoute est une ligne professionnelle avec des professionnels formés qui s'appuient sur des services au sein de la FNSF, mais aussi d'autres associations féministes comme le CFCV, la FNCIDF, le GAMS, voilà, toutes ces associations qui sont fortement impliquées, Femmes Solidaires, le mouvement aussi du planning familial, pour montrer aussi que c'est important que les associations féministes restent aux côtés des femmes. Et c'est pour ça que nous sommes inquiètes sur la mise en concurrence et le marché public concernant le 3919. C'est une approche particulière dans l'écoute des femmes. Et on connaît ce que dit Patricia Rominto, qui est une universitaire italienne où nous connaissons les études et ouvrages, l'importance d'un niveau élevé de présence et d'activité des associations féministes auprès des victimes et dans la sphère politique et sociale pour faire reculer les violences. C'est pour ça que nous sommes évidemment attachés, comme nos associations partenaires, à ce que le 3919 reste un dispositif associatif et que nous sommes évidemment inquiète et devant cette mise en concurrence dans le cadre d'un marché public. Au contraire, nous, on demande évidemment la poursuite d'une subvention dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens pour son ouverture 24-24, ce que nous avons demandé depuis plusieurs années pour améliorer son accessibilité, y compris aux femmes en situation de handicap. Donc, juste pour rappeler qu'il y a eu des expériences à l'étranger, en Espagne, en Italie, qui montrent que la mise en concurrence n'est pas forcément une réussite, avec un manque de spécialisation dans les violences de genre, avec une externalisation qui parfois met en péril la continuité du service, avec la précarité de certaines conditions de travail, et donc la séparation aussi des différents services. Donc on voit l'importance aussi de pouvoir maintenir cette continuité de service et cette qualité de service à travers les dispositifs associatifs et le renforcement, comme le rappelle la Convention d'Istanbul, de tous les dispositifs des associations et des moyens qui leur sont alloués. Et puis, je ne vais pas rappeler, il y a quelques conclusions dans certains rapports, en particulier d'Italie, du Grevio, qui s'interroge effectivement et qui encourage vivement les autorités à garantir des critères minimaux clairs pour pouvoir prétendre au statut de service spécialisé pour les femmes et fonctionnant conformément aux normes de la Convention d'Istanbul. Voilà, je crois que j'ai été aussi un peu longue, donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Françoise Brouillet. Ben, c'était très riche, il y avait énormément de choses à dire et puis il y a effectivement ce sujet tout à fait d'actualité qui traverse effectivement les questionnements de toutes les associations féministes au-delà du 39-19. Effectivement, on sait que combien ben, en 95 les associations féministes ont été présentes et ont pu faire entendre leur voix et ont fait progresser effectivement les droits des femmes, et qu'il ne faudrait pas oublier que par ailleurs d'autres partenaires, voilà, comme par exemple peut-être des ONG de développement généralistes, voilà, qui peuvent être des partenaires, mais ne remplaceront jamais l'expertise et l'implication et le rôle des associations féministes dans ces mouvements d'avancée des droits des femmes. Alors une autre intervenante, donc Anne Nègre, va nous parler, elle, du point de vue de cette conférence qui représente aussi la société civile, mais c'est la conférence des OING du Conseil de l'Europe, donc qui est une conférence qui est un des 4 grands piliers du Conseil de l'Europe et qui s'intéresse à un grand nombre de sujets de société d'une manière globale, pas seulement la question des droits des femmes, mais donc le 15 octobre 2020, cette conférence dont donc Anne Nègre est la vice-présidente, je ne suis pas sûre de l'avoir rappelé, je le rappelle, donc Anne Nègre a donc au travers de cette conférence permis l'adoption d'une recommandation de soutien à la Convention d'Istanbul. Donc, on voudrait lui demander ce qui a poussé cette conférence des ONG à adopter cette recommandation, dans quelles circonstances cela s'est déroulé et ce que fait la société civile au travers de cette conférence des ONG pour promouvoir la Convention d'Istanbul. Bien.
Anne. Écoutez, merci de cet accueil. C'était très intéressant d'écouter les uns les autres. Excusez-moi, j'ai été coupée un moment, j'ai eu un problème de connexion. J'espère que ça ne se reproduira pas. Alors, la conférence des ONG, c'est quelque chose d'extraordinaire au Conseil de l'Europe parce qu'effectivement, c'est la seule coordination d'ONG au monde qui soit institutionnalisée. Alors, actuellement, nous avons des gros problèmes parce que il y a un texte qui est proposé qui n'est pas convenable. On a supprimé définitivement l'égalité avec un expert dédié. Il n'est pas encore voté, d'ailleurs. Beaucoup d'ONG sont extrêmement inquiètes. Alors, pourquoi nous soutenons toujours la Convention d'Istanbul? Tout d'abord, nous sommes depuis le début, avec Sophie, avec d'autres, dans l'écriture même de cette Convention d'Istanbul. Ensuite, comme vice-présidente en charge de l'égalité, je fais partie du comité d'Istanbul. Et donc, j'apprécie et je peux voir à quel point le travail fait par le Grevio est remarquable. Et comme les États l'accueillent positivement, parce que les États n'accueillent pas toujours positivement les remarques d'un comité d'experts, et là, pas du tout. Et donc, ce travail est tout à fait intéressant. Alors, vous m'avez aussi demandé, et je crois que nous avons fait des travaux. Pour 2 fois, j'ai fait des events sur le sujet de la Convention d'Istanbul avec des gens très différents, et ça nous a permis d'apprendre énormément de choses, parce que nous avons fait venir des gens de l'Europe entière qui font des travaux différents et qui ne sont pas des experts automatiquement qui ont des langues de bois. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment ils ont décrypté ces blocages que l'ambassadrice, Madame Fontanelle, que je salue, a déjà indiqué. Et je voudrais revenir dessus parce que si on ne comprend pas pourquoi il y a ces blocages et comment ils sont manifestés, on ne peut pas agir contre, effectivement, pour permettre aux droits des femmes de continuer à s'appliquer dans ces pays. Alors, je rappellerai quand même qu'il y a 3000 femmes en Europe qui meurent des violences faites par leurs partenaires intimes, que les enfants sont des victimes collatérales, toujours, et que c'est extrêmement inquiétant. Alors, en 1994 se tient la conférence du Caire sur la population et le développement, et c'est là où la communauté internationale reconnaît les droits des femmes et en matière de sexualité et procréation. Et 179 pays l'ont voté. Plateforme de Pékin, déclaration de Pékin en 1995, là, il y en a 189 pays. On n'arriverait jamais à un tel résultat aujourd'hui. Inconcevable, parce qu'aujourd'hui, on doit faire face à quoi? La déclaration de consensus de Genève, qui a été votée il y a peu de temps par 30 pays, c'est redoutablement infect. On voit les États, à quel point ils prennent des législations contre les droits des femmes, et on voit cette lame de fond qui existe et que je vais essayer de vous décrypter. Donc, on a eu deux décennies de progrès, et ces décennies de progrès, finalement, maintenant, c'est une véritable difficulté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est une difficulté? Parce que finalement, on se rend compte que quand il y a nous avons senti le sentiment qu'il y a eu un grand succès, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'autres ont considéré qu'ils ont perdu. Et qui a perdu? Celui qui estime qu'il a perdu énormément, c'est le Saint-Siège. L'Église catholique a conceptualisé son combat contre l'égalité. Il a constitué une équipe brillante de 5-6 personnes, des gens éminents, philologues, dialecticiens, philosophes, linguistes, sociologues, ou un peu plus, et ils ont bâti un véritable changement d'appréhension de questions qui nous lient à l'égalité et à la sexualité. Alors, cette rhétorique est d'abord antiféministe. Elle a élaboré un arsenal de pensée pour contrer et masquer l'égalité, avec un vocabulaire qui lui est propre et qu'elle a fait passer auprès de la société. C'est une bataille où elle a mis en place une stratégie, une mise en scène qui opposerait 2 camps, et un ennemi a été créé, le genre, avec cette fameuse idéologie du genre que personne d'entre vous ne connaît. Par l'ennemi à abattre, l'égalité n'est pas un impensé de l'Église catholique, mais l'institution la combat en connaissance de cause. Et la nouvelle rhétorique contre le droit des femmes est pour le maintien d'un ordre inégalitaire. Et nous savons qu'il y a eu l'écriture d'un lexique, des termes ambigus et controversés sur la famille, la vie et les questions éthiques en 2003. Donc l'entreprise stratégique a été justement de s'approprier ce vocabulaire. Et les idées sont reformulées. Alors, le premier pilier est la dignité humaine pour protéger la vie, de la conception à la mort, qui concerne aussi bien l'avortement, l'euthanasie et autres. Mais cette dignité masque l'égalité
et de sinistre mémoire. Je vous rappelle la déclaration du Caire de 1991 qui a créé l'Organisation islamique de coopération, qui affirme l'inégalité entre les femmes et les hommes et qui parle de dignité. Donc, c'est un écho détestable. Le deuxième pilier est celui de la protection de la famille. Oh, mais pas toutes les familles. Une famille hétérosexuelle, papa, maman, les enfants et de façon patriarcale avec mariage, malgré les déclarations du pape François il y a peu de temps sur l'homosexualité. Le troisième élément très important, c'est la liberté religieuse. Pas la liberté pour tous, ma liberté religieuse du mouvement dominant de croyance, l'Église orthodoxe dans les pays de l'Est, de l'autre côté, en France du moins, l'Église catholique, et l'ennemi est créé. Donc on s'ajoute à un lobbying pour décider de la vie reproductive des femmes et on vote un texte rétrograde, comme je viens de vous le dire, emmené par les États-Unis, cette déclaration de consensus de Genève, ou un texte régressif en Pologne. Et tout ceci est à l'œuvre par restaurer l'ordre naturel, un agenda pour l'Europe. C'est un mouvement de plus en plus puissant, avec des financements par des bailleurs de fonds américains, des oligarques russes, et avec pour but de faire reculer les droits des femmes et donc les droits humains. Des documents existent, les parlements nationaux reçoivent des communications, et les tenants de ces mouvements veulent inverser les lois existantes en matière d'égalité. Alors, en 2015, l'agenda pour l'Europe franchit une nouvelle étape avec 5 stratégies. Stratégie contre l'euthanasie, stratégie contre la liberté de religion, pour le mariage de la famille, contre la législation antidiscrimination et la stratégie pour la gestion pour autrui. En 2016, les militants passent dans une attaque législative avec un manifeste commun et dans le même temps, la création et la professionnalisation d'ONG. Mais certaines ONG ont été constituées il y a plus de 15 ans, mais ont pris de l'importance et on arrive à une véritable communication qu'on retrouve dans les différents pays. Alors, ils sont devenus de plus en plus efficaces, pertinents, avec une communication sensationnelle et beaucoup de moyens. Un autre point, après 1000 ans, le 12, en décembre 2016, le pape François et le patriarche russe Kirill se rencontrent à Cuba. Première fois en 1000 ans. Et de quoi parle-t-il? Des sujets qui nous préoccupent. Et dans la foulée, vous constaterez qu'en Europe de l'Est, les choses ont alors pris un essor absolument incroyable. De même, de grandes réunions comme le Congrès mondial des familles en 2019 à Vérone avec Salvini Italie, et pourtant il est plus contre la famille traditionnelle. Marine Le Pen, divorcée, des oligarques russes, des évangéliques, des bailleurs de fonds américains, les églises orthodoxes, l'Église catholique bien sûr, un mix absolument incroyable. Tous les courants de pensée des églises n'y sont pas, heureusement, mais c'est incroyable, cette puissance. Et les mouvements en Europe contre les droits des femmes s'intensifient avec une violence, une efficacité redoutée et redoutable, et dans une dizaine de pays, dont la Russie, qui a dépénalisé récemment, il y a 2 ans, les coups portés à une femme par son conjoint, tant qu'elle n'y a pas 12 jours d'incapacité temporaire. Donc, Douma a voté à l'unanimité, moins 2 voix. Et on voit que selon les pays, la campagne est la même. Elle est prête et en fonction du pays, on l'adaptera. Éducation au genre en Roumanie, mariage gay en Croatie, on a la Pologne et l'avortement, tout est prêt. Alors, un avis très intéressant, et je vous invite à le consulter, rendu par la commission de Venus sur les blocages de l'Arménie et la Convention d'Istanbul, et qui montre à quel point cette convention est neutre, comme on vous l'a dit. Elle est audacieuse dans ses définitions, mais il y a une grande liberté laissée aux États, et cette liberté laissée aux États, c'est celle que finalement les États contestent. C'est ça qui est paradoxal, parce que la convention en elle-même n'est pas aussi autoritaire que cela. Face à nous, donc, on a des gens parfaitement déterminés et les 14 pays dont on parle qui reviennent sur la Convention d'Istanbul, il y en a un qui est un pays scandinave. Alors que la Turquie, on vous l'a dit, avait signé en 2011, le premier président élu du comité des partis était turc, était remarquable. Et donc, il est intéressant de voir que c'est la Turquie qui a mis sur les rails vraiment dans son efficacité cette convention d'Istanbul, et c'est la Turquie aujourd'hui qui est un de ses opposants les plus farouches. Alors, c'est pour ça que nous avons j'ai voulu à la conférence des ONG proposer ce texte, et ce texte est actuellement à beaucoup de succès avec
surprise et plaisir, d'ailleurs, je dois dire, ce texte a été voté à l'unanimité, moins 2 abstentions. Et sachant qui compose la conférence des ONG, nous avons quand même beaucoup d'organisations qui sont en liaison avec les églises, quelles qu'elles soient. Et donc, c'est un succès parce que je vous assure que ce texte est fort, on n'y va pas avec Sophie et d'autres de main morte. Alors, j'ai bâti le texte, elles les ont enrichis, m'ont corrigé à certains moments, c'est ça le magnifique travail collectif, et c'est un beau succès. Et je dois dire qu'actuellement, merci Sophie et merci d'autres, c'est traduit en grec, il y a une campagne en grec, ça a même été jusqu'en Tunisie, au Maroc, c'est en train d'être traduit en Russie, c'est dans beaucoup de pays, je n'ai jamais vu une recommandation qui a autant de poids. La présidente du Grevio a beaucoup apprécié ce texte, et il faut l'utiliser parce que ça montre que la société civile, il n'y a pas que les États qui sont des parties prenantes, c'est toute la société civile, et la société civile souhaite que ce texte s'applique parce qu'il est inadmissible que la violence faite aux femmes puisse même se discuter. Enfin voilà, je veux dire, bon, c'est la chose malheureusement la mieux partagée au niveau mondial. Alors quand on parlait et Françoise disait tout à l'heure que l'indépendance économique serait un vrai problème. Je voulais signaler que grâce au Conseil de l'Europe, il y a la Charte sociale européenne qui est la Constitution sociale de l'Europe qui autorise des réclamations collectives. Et là, comme avocate, j'ai déposé les réclamations collectives contre les 15 États qui les acceptent pour violation de la Charte sociale en matière d'égalité de salaire et de manque de femmes dans les prises de décision. Alors, je vais voir, en juillet dernier, ça a été rendu public, 29 juin, 2020, et on a gagné 14 États sur 15. Pourquoi pas 15? Allez savoir. Ils sont assez frileux malgré tout, mais quand même, là aussi, vous pouvez utiliser ce travail qui a été fait, qui est historique lui aussi, parce qu'on n'a jamais obtenu. Jamais avant, il n'y avait eu de saisine du Comité européen des droits sociaux sur un tel sujet. Jamais avant, on avait saisi 15 États. Jamais l'Union européenne n'était venue au soutien dans le cadre de la procédure où les défenseurs des droits par le réseau Equinet. Pourquoi j'en parle? Parce que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est le ferment quand même de la violence. Si une femme a les moyens, ça ne suffit pas, mais quand même, ça aide énormément à ce qu'elle récupère effectivement son autonomie de pensée, de vie et sa dignité. Enfin, la vraie, celle-là, pas la dignité entre les femmes et les hommes. Voilà. Donc, sachez que nous sommes très motivés au Conseil de l'Europe dans la conférence des ONG et que je suis contente, c'est vrai, que cette recommandation dont je vous ai parlé, et j'ai expliqué à nos amis des ONG ce qui se passait de la même façon que je le fais avec vous, et elles ont été extrêmement surprises, effectivement, peut-être un peu moins que vous, parce que j'avais pu organiser avec la présidente du comité des partis qui était venue nous en parler, avec d'autres, la secrétaire exécutive de l'époque du comité des partis aussi, et du Grevio et d'autres, et les chercheurs, comme je vous l'avais indiqué. Il y avait un film très, très intéressant que j'ai pu projeter. Et s'il vous intéresse, je suis certaine que l'organisation internationale non gouvernementale qui l'a mis à notre disposition pourrait le mettre à la vôtre si c'est pour une diffusion pour vos militantes. Il n'y a aucun problème et c'est vraiment un film qui est choc. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous avez quelques questions et je vous remercie d'avoir eu la gentillesse et l'amabilité de m'écouter. Merci beaucoup Anne Nègre pour cet exposé concernant le rôle des OING. Effectivement, on retient cette proposition de diffuser le film dont vous parliez et puis ce travail sur la charte sociale de l'Europe qui me paraît être aussi une piste de travail très intéressante. On a mis dans le chat le lien pour les personnes qui ne l'avaient pas encore vu de la recommandation du Conseil du Conseil de l'Europe des OING concernant la Convention d'Istanbul. Et puis donc la rencontre de ce soir est enregistrée. Vous avez un lien YouTube puisque Colline nous a ouvert une chaîne YouTube pour le collectif féministe. Donc à partir de demain peut-être ou après-demain, vous pourrez la revisionner si vous le souhaitez. Alors,
Maintenant, je voulais donc passer la parole à Gwendoline Lefebvre. Évidemment, on a un petit peu de retard et donc merci beaucoup à Gwendoline qui, en tant que présidente du lobby européen des femmes, intervient ce soir pour nous dire quelques mots du lobby européen des femmes qui mène actuellement effectivement une campagne d'appel à adhésion de la Convention d'Istanbul par l'Union européenne, en plus de tous ses États membres, bien entendu, mais en particulier par l'Union européenne. On sait que le lobby européen des femmes est engagé dans cet objectif depuis la naissance de la Convention, bien sûr. Donc, peut-être quelques mots des moyens d'agir du LEF pour promouvoir cette convention. Et puis, Gwendoline, vous avez particulièrement travaillé, enfin, tu as, puisque quand même, on se voit assez souvent avec la coordination française pour le lobby, mais tu m'as dit avoir aussi quelque chose à dire concernant les violences en ligne et le travail du LEF. Donc, je te cède la parole. Alors voilà, on va pouvoir, oui, je le dis aussi parce que Catherine Sophie me signale qu'on peut prolonger la rencontre un petit peu au-delà des 19h30, mais bon, ne prenons pas trop de retard malgré tout. Alors, Gwendoline, merci d'être avec nous. Je sais que tu es très occupée, toi aussi, et je te cède la parole. Merci beaucoup, Marie-Paul. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'avoir invité le LEF à participer à cette conférence. Pour nous, c'est toujours intéressant et important de venir participer aux actions et conférences organisées par nos membres. Et donc, il y a plus de 2000 organisations membres du lobby européen de femmes en Europe, dans les pays de l'Union européenne, mais aussi dans les pays en accession et en Islande, et ainsi que au Royaume-Uni. Nous sommes très fiers d'avoir pu, malgré le Brexit, conserver des membres en Grande-Bretagne. Voilà. Donc, notre organisation qui est basée à Bruxelles a une action qui va du niveau local au niveau international. Et qui est quand même focalisée en partie sur le domaine européen. Mais tout cela est très lié, c'est pour ça que je vous évoquais les 2000 membres de notre organisation. Et dans le cadre de son action, nous avons plusieurs travaux autour de la Convention d'Istanbul, comme tu l'évoquais, Marie-Paul, notamment via notre observatoire du lobby européen des femmes contre les violences faites aux femmes, qui a été créé en 1997, donc 2 ans après Pékin, pour travailler justement sur le sujet des violences faites aux femmes, qui était très, très évoqué dans la plateforme de Pékin. Et donc, c'est un groupe d'une quarantaine d'experts issus de nos membres qui fait des recherches, des analyses, des propositions, des mesures aussi, des progrès. Et tout cela actuellement, bien sûr, autour de la Convention d'Istanbul. Et c'est là où la dimension locale européenne, voire internationale, prend tout son sens pour nous, puisque nos expertes relaient auprès de nos membres notre action et nous permet aussi de collecter des propositions que nous utilisons ensuite dans notre action de lobbying. Action de lobbying que nous faisons aussi au sein d'une coalition qui s'appelle la European Coalition to End Violence Against Women and Girls, donc en français, la coalition européenne pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, qui est donc coordonnée par le lobby européen des femmes avec d'autres organisations non gouvernementales de dimension européenne. Et là, nous travaillons ensemble afin que, notamment, la ratification de la Convention d'Istanbul se poursuive, puisque comme ça l'a été rappelé par Madame l'ambassadrice Fontanelle, l'Union européenne et l'ensemble des États membres ont signé la Convention d'Istanbul, mais pour l'instant, 6 États membres ainsi que l'Union européenne ne l'ont pas ratifiée. Et donc tout le travail notamment des membres du lobby européen des femmes, des expertes de notre observatoire, est de continuer à pousser à ce que
la ratification de la Convention d'Istanbul reste bien en haut de la pile, si je peux m'exprimer ainsi, du travail de l'Union européenne, de la Commission européenne, du Parlement européen et des États membres. Et je dois dire que nous avons le renfort de plusieurs États. Mes collègues basés à Bruxelles travaillent beaucoup avec les représentations permanentes des États à Bruxelles. Et nous avons le soutien et nous travaillons en partenariat avec plusieurs États, dont la France, mais aussi les États qui ont présidé récemment le Conseil européen, à savoir la Roumanie, la Finlande, la Croatie, actuellement l'Allemagne, et bien sûr le Portugal qui va présider le Conseil européen début 2021 fait aussi partie des États qui soutiennent et qui nous aident à maintenir la pression sur le reste des États, ces fameux 6 États en particulier qui n'ont pas ratifié la Convention d'Istanbul. On a aussi beaucoup d'actions et d'actions de lobbying avec les parlementaires du Parlement européen, la Commission. Et je voulais rappeler notamment la résolution du Parlement européen de novembre 2019 qui poussait à la ratification par l'Union européenne de la Convention d'Istanbul. Ça a été rappelé la semaine dernière à l'occasion du 25 novembre par le président du Parlement européen, David Sassoli. Autre soutien très important, la commissaire à l'égalité, Helena Dalli. La commissaire Dalli, elle aussi, travaille beaucoup sur ces sujets. Ça fait partie, chaque commissaire en début de son mandat a ce qu'on appelle une lettre de mission. Et dans sa lettre de mission, la présidente von der Leyen a notamment noté qu'un des axes de travail de la commissaire à l'égalité, c'est l'accession de l'UE à la Convention d'Istanbul et que c'est une priorité pour la Commission. Et autre document sur lequel on peut s'appuyer collectivement, et on le fait beaucoup au lobby, mais je vous invite à faire de même, c'est la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui malheureusement a été publiée début mars 2020 et avec la crise que nous traversons, la crise sanitaire que nous traversons depuis, est peut-être passée un peu inaperçue, mais cette stratégie de l'Union européenne est très importante. Dans le mandat précédent de l'Union européenne, nous n'avions pas de stratégie, il y avait qu'un document de travail, donc ça c'est important. Et il y a une partie sur la Convention d'Istanbul qui rappelle son statut de référence et qui dit que si l'adhésion de l'Union européenne à la Convention d'Istanbul reste bloquée, la Commission a l'intention de proposer en 2021 des mesures dans les limites des compétences de l'Union européenne pour atteindre les mêmes objectifs que cette convention. Et parmi ces outils qui seront peut-être utilisés si ça n'avance pas, c'est le fait que la Commission réfléchit à inclure les violences faites aux femmes et aux filles dans la liste des Eurocrimes, donc qui pourrait être un moyen aussi d'avancer dans ce domaine, même si l'Union européenne ne peut pas ratifier la Convention et même si certains États freinent des cas de fer, voire même font marche arrière. On l'a vu avec la Pologne. Donc ça, ce sont aussi des outils importants et des outils, sur lesquels on a pu travailler avec la Commission et d'autres représentantes et représentants de la société civile. Et puis, je voulais aussi faire un petit focus sur un point, comme tu le disais, Marie-Paul, sur les violences faites aux femmes et aux filles en ligne, via les outils digitaux. Parce que ça fait aussi partie de tout un travail que nous menons depuis plusieurs années et qui est renforcé depuis 1 an, puisque la Commission européenne a décidé de beaucoup travailler sur l'aspect digital, ce qui est très bien. Il y aura notamment le Digital Service Act.
Et donc, dans ce cadre-là, on fait beaucoup de travail pour rappeler que le continuum des violences faites aux femmes et aux filles ne s'arrête pas à la vie réelle, mais qu'il existe bel et bien via le monde digital, les outils digitaux. Et on travaille beaucoup sur le fait que les États qui ont ratifié la Convention d'Istanbul ne prennent pas toujours en compte cette dimension dans leur législation. Donc, on travaille avec nos membres là-dessus, mais aussi qu'il est nécessaire de revoir certaines directives européennes pour que la dimension digitale soit prise en compte. Je pense notamment à la directive sur les droits des victimes et la directive, je ne me rappelle jamais, c'est Anti-Trafficking Directive, donc la directive contre le trafic des êtres humains, disons-le comme ça. Et donc, on essaye aussi, on a une spécialiste maintenant au niveau du lobby européen des femmes qui travaille pour nous, qui s'appelle Asha Allen, qui essaie de travailler sur tout le domaine digital et qui notamment fait les liens entre la Convention d'Istanbul et toutes les violences faites aux femmes et aux filles et différentes consultations que peuvent mener la Commission européenne. Notamment, il y a eu une récemment sur l'intelligence artificielle, où on a expliqué comment les outils d'intelligence artificielle pouvaient contribuer à perpétrer des violences faites aux femmes et aux filles. Et puis, il y a eu aussi la consultation, justement, en prévision du Digital Service Act, qui nous a permis de rappeler, par exemple, que 45% des victimes de violences conjugales, des femmes victimes de violences conjugales, disent avoir aussi subi des violences de la part de leur conjoint ou ex-conjoint via des outils en ligne. Et donc, de montrer toute la nécessité dans ce futur Digital Service Act de prendre en compte, de bien prendre en compte cet aspect-là des outils digitaux, mais aussi de pousser les plateformes digitales à améliorer leur travail dans ce domaine et surtout à beaucoup plus collaborer avec la société civile, avec l'Union européenne, avec les États membres. Et tout ça fait partie un des axes de notre travail qu'on a notamment répété quand on l'a rencontré à la vice-présidente de la Commission européenne, qui est aussi commissaire, la commissaire Vestager, qui s'occupe justement du Digital Service Act. Et puis pour terminer, si tu me le permets, Marie-Paul, je vais remettre dans le chat le lien avec la pétition du lobby européen des femmes que nous avons relancée pour la ratification de la Convention d'Istanbul, puisque vous le savez que nous sommes actuellement dans les 16 jours d'action contre les violences faites aux femmes et aux filles. Il y a déjà eu 190 000 signatures, mais on en espère plus, donc je compte sur vous. Merci beaucoup. Oui, merci Gwendoline, j'avais oublié, effectivement, j'y ai pensé. Mais pas de souci, je m'en occupe. Cette pétition très importante, puisque effectivement, en parallèle du lobbying, effectivement, les associations féministes savent l'importance du mouvement des femmes et le fait que chacune et chaque homme féministe aussi, peut faire partie effectivement des forces qui s'agrègent pour pousser à ce que cette convention soit ratifiée par l'Union européenne. Merci aussi d'avoir parlé des violences via les outils digitaux et voilà, outils digitaux qui d'ailleurs sont aussi, enfin c'est un domaine pas exactement le même, mais c'est une sorte de violence économique puisqu'on a aussi tous ces métiers du numérique qui sont assez exclusivement masculins. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre d'Isabelle Collet là, qui s'appelle Les oubliés du numérique, qui fait un carton en ce moment et qui voilà, démontre comment petit à petit c'est aussi un secteur professionnel qui au départ était complètement mixte et qui devient exclusivement masculin. Bon, alors excusez-moi, je m'éloigne du sujet et je vais absolument accueillir Brigitte Polonowski maintenant. Alors, Brigitte Polonowski, elle est évidemment au Conseil national des femmes françaises dont elle est la vice-présidente, mais là, c'est plus particulièrement en tant que présidente du CECIF, c'est-à-dire ce Centre européen du Conseil international des femmes qui nous a permis de l'interroger et de la faire venir, et je la remercie ici aussi. Donc, ce Conseil international des femmes, c'est une organisation très ancienne
qui est une ONG qui a aussi un statut consultatif auprès de l'ECOSOC de l'ONU. Donc, Brigitte, vous présidez donc ce centre européen du Conseil international, le CECIF, qui est aussi très engagé dans la promotion de la Convention d'Istanbul. Et en particulier, je sais que le CECIF a particulièrement travaillé sur la question des féminicides. Donc, est-ce que vous avez voilà, des choses à nous dire sur ce lien entre la résolution de ce véritable fléau social qui est le phénomène des féminicides, fléau pour les femmes et les enfants, enfin fléau social, et la Convention d'Istanbul. Voilà, Brigitte, je te remercie, je te cède la parole. Merci beaucoup et bonsoir tout le monde. Ce qui est bien, c'est de passer après un certain nombre de gens qui ont déjà éclairci tous les détails de la convention, ce qui fait qu'il faut pas, il n'y a pas vraiment énormément de choses à repréciser, même s'il y a une ou deux choses que je voudrais redire. Juste pour commencer, le CECIF, donc comme tu as dit Marie-Paul, le Centre européen du Conseil international des femmes. Très brièvement, le Conseil international des femmes a été fondé en 1888 et donc c'est une très vieille organisation, la première je crois, qui a le statut consultatif partout et des représentantes partout. C'était très difficile, après avoir grandi et avoir énormément de pays membres, de travailler toutes ensemble sur les mêmes sujets en même temps. Les priorités dans chaque région sont légèrement différentes et du coup, pour avoir plus d'efficacité et travailler mieux ensemble, nous nous sommes regroupés en régions et en 1961, nous nous sommes regroupés en centre européen avec toutes les associations qui faisaient partie du Conseil international des femmes en Europe et aussi autour de la Méditerranée, car les priorités des pays méditerranéens étaient différentes aussi bien des pays asiatiques que des pays d'Afrique subsahélienne. Donc, nous sommes un tout petit peu plus large que l'Europe, puisque nous avons aussi tous les pays méditerranéens qui font partie du CECIF. Le CECIF a un statut consultatif, bien sûr, au Conseil de l'Europe. On fait partie des ONG et on est aussi un des membres fondateurs du lobby européen. Donc, on est très actif dans tout ce qui a été souligné avant, ce qui me permet de ne rien dire là-dessus. Je voudrais donc vous dire que je suis présidente depuis 1 an et demi maintenant et que j'ai fait adopter par tous nos membres un plan d'action justement sur la Convention d'Istanbul, puisque pour nous c'est un sujet prioritaire, que dans nos membres il y a quelques membres dont les pays n'ont même pas ratifié, comme la Russie ou le Royaume-Uni. Et pour nos associations, c'est un problème et c'est une cause qu'elles défendent absolument. Donc, il était très important pour nous de prendre ce sujet à bras-le-corps. Et donc, on a commencé à travailler sérieusement sur la ratification pour les pays qui n'ont pas ratifié, et y compris en Méditerranée, donc puisque cette convention peut être ratifiée par d'autres pays que les pays européens. Et puis aussi la mise en œuvre, parce que nous trouvons aussi que dans nos pays qui ont ratifié, la mise en œuvre est encore à compléter, n'est-ce pas? Donc, on a commencé à travailler comme ça un peu plus précisément, et nous nous sommes rendus compte que justement dans la Convention d'Istanbul, où il y a un certain nombre de cas de violences faites aux femmes qui ont été énumérés, on ne parle pas du tout des féminicides, même si on peut se servir d'un certain nombre d'articles que je ne vais pas vous citer, même si je pourrais, mais je veux dire, vous connaissez toutes et tous très bien cette convention, donc vous savez, on peut s'en servir et comment, mais le terme féminicide n'est pas dans la Convention d'Istanbul, contrairement à la convention
de latine-américaine, mais elle n'y est pas et on a eu l'intention donc de prendre ce sujet très important pour nous. On a regardé donc les définitions et la définition comme vous savez, la définition du féminicide, c'est donc l'assassinat des femmes pour le seul fait d'être une femme. C'est la forme la plus extrême de violence contre les femmes et les filles, puisque ça leur prend la vie. Et c'est commis aussi bien en public qu'en privé, en temps de paix comme en temps de guerre. Et c'est vraiment un problème social qui, loin de diminuer, ne fait qu'augmenter. Et la situation sanitaire maintenant n'a fait que rendre le problème plus aigu. C'est un crime spécifique, mais qui n'est pas dans le droit de nos pays en général. Donc, c'est un combat que les membres de notre organisation ont décidé d'analyser, de rechercher ce qui se passait dans leur région, dans leur pays. Et un des pays modèles, en fait, même si le pays n'est pas parfait, c'est l'Espagne. L'Espagne nous a montré le chemin et l'Espagne a adopté une législation spécifique pour lutter contre les violences domestiques et le féminicide. La pénalisation n'est pas encore dans tous nos droits. On a fait un travail en France pour essayer de faire une proposition de loi, mais la plupart des juristes françaises, pour l'instant, sont très opposées à cette idée de mettre féminicide dans la loi. On sait par exemple que maintenant le mot féminicide est dans le dictionnaire Robert. Donc c'est un mot que les médias commencent à employer, qu'on espère qu'ils vont employer de plus en plus à bon escient plutôt que médiatiquement parler de crimes passionnels ou autre chose épouvantable quand on voit les femmes agressées, tuées par leur conjoint ou leur compagnon. Et le combat pour l'égalité, qui est dans tous nos pays européens le combat de toutes les femmes, est la base du combat contre les féminicides. On a décidé, après avoir fait, je vais vous faire grâce des statistiques des différents pays, mais on a décidé, après avoir tout collationné, de faire un rapport et une brochure qui paraîtra dans quelques semaines, alors que je vous communiquerai bien sûr à toutes. Et on continue notre travail cette année, en 2021, sur les agresseurs des féminicides, pour aller un peu plus loin dans le sujet, avec bien évidemment non seulement un état des lieux, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il s'agit vraiment d'éradiquer le phénomène, donc il s'agit d'éradiquer aussi et de prendre soin des agresseurs. Et on donnera les résultats de cette enquête et tout ça au mois de septembre prochain, où il y aura l'Assemblée générale du Conseil international des femmes à Avignon en septembre 2021. Et on passera une journée à parler des violences faites aux femmes et aux filles, de la Convention d'Istanbul, de la CEDEF, bien évidemment, et donc du travail que le CECIF aura fait là-dessus. Je ne vais pas plus loin parce que je sais qu'on manque de temps et je suis d'accord de répondre à toutes les questions. Merci infiniment Brigitte d'avoir évoqué cette question des féminicides. Effectivement, on sait combien les activistes ont fait en France. Je me souviens de la campagne d'Oser le féminisme là, depuis 2014 sur l'acceptation du mot. Et puis, on voit les colleuses aussi qui
qui collent beaucoup sur les murs des villes de France, des messages. On voit que voilà, c'est devenu un sujet véritablement assez porté par toutes les générations et dans toutes les structures. Donc effectivement, l'Espagne reste un modèle, mais ça a été déjà dit. Alors, je vais passer la parole à Catherine Sophie Dimitrioulas, qui est donc présidente de l'Association des femmes de l'Europe méridionale et puis déléguée au Conseil de l'Europe. Et puis, elle est récemment élue au conseil d'administration de l'Alliance internationale des femmes. Et donc, elle est porte-parole de ce collectif féministe qui vient d'émerger. Donc, Catherine, tu es une éminente politologue, juriste et experte internationale en droits humains. Et on va te demander d'ajouter qu'est-ce que tu as ajouté concernant ces questions liées à la Convention d'Istanbul, et puis sur le plan juridique, qu'est-ce que l'on peut dire sur son universalisation et sur le fait que cette convention représente, qu'est-ce qu'elle représente en matière de droit international. Voilà, Catherine Sophie, je te laisse la parole. Oui, je vous remercie. Un grand merci tout d'abord à Marie-Paul et à la Clé qui a permis la réalisation de cet événement et à vous toutes, déléguées de grandes ONG mondiales, européennes, qui avez répondu à notre appel. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui nous suivent en ce moment, y compris de l'autre rive de la Méditerranée. Donc c'est un moment de fierté, d'affirmation de la force des femmes, n'est-ce pas, du mouvement des femmes, et surtout d'affirmation de la foi inébranlable que nous avons au droit international et aux traités qui sont le fruit de très longues luttes féministes. Je représente pour ma part l'Association des femmes de l'Europe méridionale, qui est une fédération féministe européenne née dans le cadre de la conférence de Pékin précisément, mais qui est aussi la voix en France de l'Alliance internationale des femmes que nous représentons. Et comme vous savez, l'Alliance qui est l'Organisation mondiale des suffragettes, la deuxième organisation née précisément du Centre international des femmes en 1904. Donc, à ce titre, je voudrais rappeler tout d'abord pour la FEM que nous avons eu l'honneur d'être la première organisation du mouvement des femmes à présider la conférence des ONG du Conseil de l'Europe que ma successeur Anne Nègre a assez bien présentée. Je l'en remercie pour l'œuvre et la continuité qu'elle a assurée, surtout pour cette recommandation qui est le socle maintenant d'une nouvelle mobilisation pour la défense de la Convention d'Istanbul, une mobilisation européenne que la FEM a initiée ici dans ce cadre avec le collectif, mais auprès d'autres collectifs également. Par exemple, le réseau Remède France qui vient de tenir un événement jeudi passé, associant beaucoup d'organisations de l'autre rive, mais aussi au niveau de nos États membres où toutes les plateformes nationales se mobilisent, comme ça a été le cas de la Grèce le 25 novembre passé et dans d'autres pays. Or, la FEM qui a vu donc naître cette convention, qui a participé entre 2009 et 2011 à son élaboration, qui a été présente à Istanbul lors de sa signature, s'est ensuite mobilisée pour la ratification par les États et plus récemment pour l'adhésion de l'Union européenne à la Convention par une grande série d'événements pour faire connaître ce texte auprès des publics spécialisés dans des congrès mondiaux d'études féministes du Moyen-Orient, ici même dans des enceintes institutionnelles au Parlement européen où on a été auditionné, ou encore auprès de Anne Nègre au Conseil de l'Europe où nous soutenons les initiatives de nos consoeurs. Et aujourd'hui, avec cette expérience des luttes récentes qui ont été les nôtres, nous nous retrouvons dans un moment, j'allais dire, très chaud de politisation du débat et d'éveil de la conscience
du monde qui découvrent avec le Covid l'ampleur et le visage hideux de la violence et des inégalités, à un moment où les femmes partout dans le monde, à commencer par les révolutions arabes jusqu'en Pologne aujourd'hui, dénoncent unanimement ces violences, que ce soit dans la rue ou dans les réseaux sociaux, réclament un changement durable et une tolérance zéro. C'est aussi un moment où on a pris conscience qu'une femme a plus de chances d'être violée, tuée, mutilée dans sa famille que d'être morte d'un cancer, d'un accident de la route ou même du Covid aujourd'hui. C'est aussi un moment où on a pris conscience de terribles souffrances et de crimes dont souffrent les femmes, exploitation sexuelle des femmes et des enfants, des fillettes, de traite des personnes, d'exploitation notamment des femmes réfugiées et immigrées sur la route des exils ou encore enfermées dans des camps sans espérance, même dans les pays d'accueil. Or, ces situations font aujourd'hui l'objet d'une condamnation unanime de la communauté internationale et je rappellerai que le secrétaire général de l'ONU, lors de sa première déclaration en temps de Covid, le 4 avril, a appelé à un cessez-le-feu face à un déferlement des violences mondiales faites aux femmes, que ce soit dans les champs de guerre, oui, dans leur foyer. Catherine Sophie, on t'entend là. Vous m'entendez pas bien? Est-ce que vous m'entendez là? Oui? Et que l'ensemble des institutions internationales... Non, on ne t'entend pas bien. Je ne sais pas quoi faire pour améliorer mon son. Est-ce que là, vous m'entendez? Moi, je vous entends bien. Moi, j'entends bien. Moi, je t'entends parfaitement, Sophie. Oui, Moi aussi. Très bien. J'entends très bien, oui. D'autres moyens techniques, désolé pour la qualité de son. Eh bien, que l'ensemble des institutions internationales nous appellent à l'unanimité, appellent les États plutôt, à ceux qui mettent au centre de leur réponse à la crise du Covid l'égalité entre femmes et hommes et la lutte contre les violences. Cela peut être documenté par une série, une myriade, je dirais même, de documents que vous pouvez trouver sur le site spécialement dédié du Conseil de l'Europe, Covid et droits des femmes. Donc, s'il y a un aspect positif de cette situation, c'est d'avoir mis à nu un système global qui est fondé sur la violence et les inégalités, d'avoir mis à nu d'avoir mis à nu, pire encore, la responsabilité qui est celle des États dans la perpétuation de cette violence, avec des chiffres effrayants. La Commission européenne nous parle de 62 millions d'Européennes qui ont été victimes de violences cette année, sans compter 1 milliard de femmes de par le monde qui ne sont pas couvertes par une loi qui les protège contre les violences. Or, dans une perspective juridique féministe, pour répondre à la question de Marie-Paul, mais aussi des questions qui m'ont été posées au préalable par des membres du collectif, notamment par Nicole Fouché, chercheur à l'École des hautes études, je vais être très brève et synthétique, mais tout en essayant de mettre en évidence le fait que la Convention d'Istanbul, aujourd'hui, est la cristallisation de 150 ans de lutte féministe qui représentent les normes internationales universelles les plus abouties en matière des droits des femmes et d'égalité, et qui aujourd'hui, elle est à tel point imbriquée avec les normes, l'architecture du droit international, que le simple fait qu'elle soit attaquée au cœur même de l'Europe peut signifier l'écroulement même de l'ensemble de cet édifice. Et pour vous convaincre de cette affirmation qui peut paraître pour certains exagérée, j'évoquerai le fait que les obligations des États pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et pour lutter contre toutes les violences et inégalités
à leur égard sont fondées, ont un fondement juridique sur la base d'une grande série, d'un ensemble, d'une architecture des traités internationaux. Et il convient de mentionner avant tout la charte même des Nations Unies, dont on célèbre les 75 ans, qui consacre l'égalité entre hommes et femmes, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes des Nations Unies signés en 1966, les pactes des droits politiques, civils et politiques, mais aussi économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, comme il a été mentionné au préalable, la CEDAW en 1979 et son protocole facultatif, ainsi qu'une recommandation générale, la recommandation numéro 19 de 92 du comité CEDAW sur la violence à l'égard des femmes. On dispose aussi au niveau international de la Convention relative aux droits de l'enfant de 89 et ses protocoles facultatifs, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 49 et ses protocoles additionnels de 77, le statut de Rome de la Cour pénale internationale de 2002, ainsi qu'à l'échelle du Conseil de l'Europe, évidemment la Convention des droits de l'homme de 1950 et ses protocoles, la Charte sociale européenne rappelée par Anne Nègre et son protocole additionnel, la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2005, la Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels de 2007, la Convention enfin d'Istanbul dont il est ici question. La jurisprudence par ailleurs des organes, y compris de la Cour de justice, la Cour européenne des droits de l'homme, de Strasbourg, est très spécifique sur des questions de violence. Et quant à l'Union européenne, comme l'a rappelé Gwendoline, les traités dont la Charte des droits fondamentaux de l'Union et la jurisprudence ainsi que la législation de l'Union font que l'égalité entre hommes et femmes est une valeur essentielle, un droit fondamental qui doit être promu dans toutes ces politiques, d'où le plan d'action de mise en œuvre actuellement. Donc, après cette longue énumération, vous allez me poser la question, et pourquoi avec ce bel ensemble de traités, on n'a pas encore réussi à éradiquer, ou du moins à traiter efficacement, protéger les femmes contre la violence? Quelle est la responsabilité de la communauté internationale? Pour être très simple, je dirais que la réponse à ce phénomène, la reconnaissance du fait qu'il s'agit d'un problème mondial, global, est venue très tardivement. Elle est venue que dans les années 70 ou 80. Quant au premier traité spécifique, comme il a été analysé d'emblée, et qui soit une réponse globale à ce phénomène, à ce problème global, n'est venu qu'avec la Convention d'Istanbul en 2011. C'est-à-dire qu'on a dû attendre plus d'un demi-siècle pour disposer d'un instrument de droit international spécifique qui puisse aborder ce problème global dans toute sa complexité. Et dans cette longue marche pour la reconnaissance de ce problème global, de la réponse globale, eh bien, le mouvement des femmes, vous le savez, c'est reconnu par les rapports du secrétaire général de l'ONU, a eu un premier rôle. La première difficulté, c'était de faire reconnaître que le privé est politique. Vous le savez bien, le fameux slogan des années 70. Pourquoi? Parce que le droit international ne reconnaissait pas la responsabilité des États pour ce qui concerne les acteurs privés qui relevaient de leur juridiction. Et il a fallu attendre les années 79 avec la CEDAW pour que le fameux principe de diligence de l'État soit enfin reconnu et pour que la violence soit reconnue, y compris dans le foyer et dans la famille, par les articles 2, 16 de la CEDAW ou bien sa recommandation générale 19. Et il a encore fallu attendre jusqu'aux années 10
pour que les traités généraux que je viens d'énumérer au départ puissent activer leur potentiel par la jurisprudence des organes de contrôle de ces traités, qui ont progressivement étendu la notion de responsabilité de l'État, de diligence de l'État, à tous les acteurs privés, qui ont spécifié quelles sont les formes de violence et qui ont élaboré le sens de la protection des femmes contre ces violences. Si bien qu'aujourd'hui, les droits qui étaient ancrés dans les traités généraux, le droit à la vie, le droit à la liberté, à la sécurité, à la dignité, à l'intégrité physique et psychologique, à la santé, à l'égalité entre femmes et hommes et à la non-discrimination en raison du sexe, l'interdiction de la torture, de l'esclavage, de l'accès à la justice, s'appliquent tous et puissent être effectifs pour traiter le problème de la violence qui est global. Du reste, dans les années 90, comme l'a rappelé Anne Nègre, il y a eu une série de conférences mondiales, à commencer par la conférence de Vienne en 1993, et suivie d'une déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et la nomination d'une rapporteure spéciale sur la violence en 1994 au niveau de l'ONU. Il y a eu également la conférence de Pékin, dont nous célébrons les 25 ans, qui a établi que la lutte contre les inégalités et les violences faites aux femmes doit être promue dans tous les domaines politiques, par toutes les politiques, par tous les moyens. C'est le principe du mainstreaming, de l'intégration du genre dans toutes les politiques, qui est bien connu, n'est-ce pas, en droit international européen. Par ailleurs, le Conseil de l'Europe a suivi la fameuse campagne mondiale de 2005 et qui était initiée par le secrétaire général de l'ONU pour se joindre à cette lutte, cette sensibilisation avec le slogan « Unissons-nous pour mettre fin à la violence contre les femmes, stop à la violence domestique faite aux femmes ». Cette campagne a mobilisé l'ensemble des parlements nationaux en Europe. Donc, vous voyez que si on examine la responsabilité de la communauté internationale, on peut avoir l'image de plein de petites bougies éparses et disparates qui ont été allumées par le mouvement des femmes, mais qui pourtant n'arrivent pas à atteindre la Terre. Et quand on regarde le paysage des États, on est devant un paysage lunaire. C'est-à-dire que le décalage entre cette protection des jours, ces bougies allumées, ces normes internationales et la situation de facto est criant. Comme le dénonce le Conseil de l'Europe dans ses rapports depuis les années 2000, eh bien, aucun de ces États ne satisfait même pas aux critères minimaux que doivent être respectés par un État démocratique pour lutter contre les violences faites aux femmes. Les poursuites sont très rares, et si bien que l'accès des victimes à la justice est quasi impossible en Europe. Et à part l'Espagne, comme il a été mentionné, ou encore le Canada au niveau mondial, aucun État ne peut satisfaire aux exigences du droit international aujourd'hui, ou soit par manque de loi, soit tout simplement par manque de financement, d'appui aux associations qui contre les violences, d'absence de données, de peu de ressources investies à l'évaluation des politiques publiques, de sous-financement des infrastructures, et ainsi de suite. La liste est longue de retards et de négligences qui coûtent très très cher à la vie de millions de femmes. Donc, une fois ceci dit, on arrive à la période, et je vais être très, très brève parce que le temps nous est compté, le temps est parti. Eh bien, on arrive à la période de la crise financière depuis 2008, où là, nous voyons que les politiques d'austérité mises en place par des institutions internationales même, y compris au niveau de la gouvernance économique européenne, et
aboutissent à une situation qui a des conséquences dévastatrices et durables sur les femmes, les familles et les enfants, les personnes les plus vulnérables, et on est bien placé pour le connaître en Europe méridionale. Eh bien, à cela s'ajoutent des politiques sécuritaires qui, elles aussi, donnent lieu à des lois ignobles, n'est-ce pas, qui sont en flagrante violation non seulement de la Convention d'Istanbul, mais de l'ensemble des traités internationaux, sans compter que au niveau du droit international, on manque de mécanismes puissants de contrôle et d'application du droit par les États. Hélas, j'ai le regret de le dire, aucun de ces mécanismes, à part avec l'exception unique au monde de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une juridiction, qui est un tribunal, ne peut appliquer comme il se doit les normes du droit international. C'est une vérité connue par tous les juristes. Or, c'est à cette situation que d'un mode hostile aux femmes que vient remédier cette inespérée convention d'Istanbul que l'on a obtenue après 3 ans de lutte. Et je tiens à mentionner à titre exemplaire le rôle de la plateforme portugaise pour les droits des femmes, qui est notre membre, qui à l'époque a joué un rôle pivot, puisque le rapporteur du texte à l'époque était portugais. Et c'est comme vous l'avez souligné, cette convention marque un tournant historique. Pourquoi? Parce qu'elle clarifie et grave dans le marbre l'ensemble des principes du droit international que je viens de résumer, et pas seulement les principes, mais les moyens politiques d'action. En ce faisant, elle lance un message politique fort aux États. Il faut se rendre à l'évidence que cette convention est pas seulement un outil juridique, mais un outil diplomatique et politique pour susciter un effet d'entraînement qui puisse permettre de conforter les luttes démocratiques qui sont les nôtres et d'améliorer l'état du droit des pratiques et des comportements privés. Je ne vais pas entrer dans l'analyse de la Convention, simplement je tiens à souligner, pour compléter le tableau qui a été donné, ce que son protocole énonce, que dans son préambule, que la réalisation de jure et de facto de l'égalité entre les femmes et les hommes est un élément clé dans la prévention de la violence à l'égard des femmes, et que le terme de violence à l'égard des femmes, fondé sur le genre, est pour la première fois dans l'histoire du droit international précisé pour désigner toute violence faite à l'égard d'une femme parce qu'elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée. C'est l'article 3. La Convention exige une approche holistique et en cela, c'est la concrétisation de l'ensemble des efforts du droit international que j'ai évoqués. Et par ailleurs, depuis la signature de l'Union européenne le 13 juin 2017, l'espoir a été salué d'une intégration la plus poussée en Europe des systèmes de protection des droits humains. Il faut se rendre à l'évidence que l'Union européenne n'est même pas signataire de la Convention européenne des droits de l'homme ni de la Charte sociale. Et pour la première fois, on a espéré qu'elle puisse être signataire d'un traité du Conseil de l'Europe, alors que l'on plaide, c'est fondamental, pour qu'elle adhère à ces 3 traités, de sorte que l'architecture des droits soit parachevée en Europe et que des millions de femmes soient protégées en Europe et dans son action extérieure dans le monde. Donc l'enjeu actuel, c'est précisément de clarifier les interprétations fallacieuses qui sont données de cette convention dans les États, d'obtenir une large adhésion de l'Union sans aucune limitation à cette convention et de veiller à ce que tous les États membres assurent son application correcte et effective. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, la démocratie et l'état de droit en Europe passent par les droits des femmes. Sur ce, je vous remercie d'être toutes réunies ici et c'est en soi une démonstration de la force des femmes qui peut, j'en suis persuadée, contrer même les intérêts et les puissances que l'on vient d'évoquer. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Catherine Sophie, pour passionnant. Et puis qui à tous. J'ai une connexion qui est assez instable, donc il est possible que vous ne m'entendiez pas très bien. Je m'en excuse auprès. Oui, on ne t'entend pas très bien. Donc, je retiens effectivement. Ah oui, oui, bon voilà, c'est ma connexion, je suis désolée. Donc écoutez, on va peut-être aller très vite. Al, donc, il y a 55. Bon, deux questions qui sont apparues que je peux me proposer de lire, mais qui sont effectivement dans le cadre de la Convention internationale, on a en France et ailleurs la question de la protection des femmes migrantes et en particulier des femmes sans papier qui sont particulièrement victimes de violences, effectivement. Et donc la Convention d'Istanbul prévoit effectivement des dispositifs d'accueil adaptés. Voilà, qu'en est-il de la politique de la France par rapport à cette question? Il y a aussi l'obligation de moyens, effectivement, qui a été évoquée aussi par Catherine Sophie, moyens sur tout ce qui concerne les droits des femmes et la lutte contre les violences, mais effectivement, le budget du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes est aussi un des plus faibles, enfin c'est le plus faible de tous les ministères. Et donc, on souligne aussi que si est-ce que la Convention d'Istanbul n'est pas ratifiée par l'Union européenne parce que il y a un problème aussi de modalité de la ratification. Il faudrait l'unanimité pour que l'UE la ratifie. Bon, je ne sais pas si une de vous répondre à ces trois questions. Donc, peut-être l'unanimité, ça c'est quelque chose de technique, je ne sais pas Si vous si c'est un des freins. Oui, pour revenir sur la question de l'adhésion de l'Union, il faut être conscient que les oppositions ont été terribles. Beaucoup d'États ont déclaré ouvertement qu'ils refusaient de ratifier, comme c'était la Slovaquie et la Bulgarie dès le départ. Mais en plus, au moment où la Bulgarie avait la présidence du Conseil de l'Union européenne, elle a boycotté le débat au Parlement européen qui portait sur la Convention. Et au même moment que les débats nationaux étaient déformés par les arguments fallacieux qu'on a entendus, à tel point que le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a dû intervenir au Parlement européen pour essayer de dissiper ces malentendus, appeler tous les États à ratifier, à l'Union adhérer. Et le problème qui a été dénoncé par la suite a été un problème juridique. C'est le Parlement européen qui l'a dénoncé, puisque, plus perfide encore, plus pervers, quand le Conseil de l'Union, c'est-à-dire les États, ont signé la Convention, ils ont signé deux textes, deux documents au lieu d'un seul, qui limitaient l'adhésion de l'Union à deux domaines, la coopération judiciaire et l'asile. Et avec le risque d'affaiblir la portée de la Convention qui est holistique dans toutes les politiques et de créer des incertitudes sur sa portée, sur la portée juridique de cette adhésion. Donc, vous voyez que l'affaire juridique et politique n'est pas facile. Et évidemment, il faut un processus complexe qui passe aussi par le Parlement européen et par le Conseil des États pour aboutir à une adhésion. Je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est à la fois un imbroglio politique et juridique complexe. Oui, oui. On retient qu'effectivement, cette convention d'Istanbul, elle est d'un intérêt exceptionnel qu'il faut la soutenir et la promouvoir au niveau du Forum Génération Égalité. Donc, en tout cas, je vous remercie
toutes et tous d'avoir donné de votre temps. Voilà, merci à Marie Fontanelle, Françoise Brier, Anne Nègre, Gwendoline Lefebvre et Brigitte Polonowski et Catherine Sophie Dimitrioulas. Merci à toutes d'être restées avec nous et d'avoir travaillé à la réalisation de cet événement.